Et bonjour à tous. Merci d'être présents, d'être là. Après les arrangements techniques, nous allons pouvoir commencer notre webinaire qui pour nous a une grande importance. Pour la Confémen, c'est une première. Et je vais donner la parole à notre hôte, le représentant de la présidente du Conseil de l'éducation de l'Espagne, pour le mot de bienvenue. Et ensuite, je prendrai la parole lors de la Confémen pour ouvrir la séance et nous proposer le déroulement des activités. Donc, merci à tous les présidents du CNE, tous les correspondants nationaux qui sont connectés. Alors, Monsieur Juan Francisco Gutiérrez, je vous donne la parole pour le mot de bienvenue de l'Espagne. Bonjour tout le monde. Je représente Madame la Présidente du Conseil en espagnol de l'éducation, Madame Encarna Cuenca-Carrión. Elle s'est portée malade ce matin. Elle voulait vraiment y être ici, mais ça n'a pas été possible. Et donc, elle m'a transmis son intervention que je vais lire, telle quelle. Messieurs, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer le travail accompli par votre réseau en faveur du dialogue politique et du développement du partenariat en éducation. En tant que conseiller scolaire de l'État, en d'éducation de l'Espagne, nous partageons vos objectifs incorporés dans notre plan stratégique, élaboré à partir des contributions de nos 107 conseillers représentant tous les secteurs concernés par l'éducation. Nous avons travaillé ensemble pour produire et étudier des données relevantes et utiles afin d'aider à la prise de décision dans les domaines de l'éducation, ce qui représente une grande partie de notre travail. Nous avons également utilisé cette information pour améliorer les politiques éducatives et transformer notre système éducatif scolaire. Je tiens à saluer la détermination et l'engagement de chacun d'entre vous pour faire de l'éducation un levier de développement durable et de progrès social. Votre travail a un impact considérable sur la vie des enfants et des jeunes en leur offrant des opportunités éducatives de qualité. Votre engagement dans le dialogue politique et le développement du partenariat en éducation est un exemple inspirant de collaboration et de coopération en faveur de l'éducation. Je suis convaincu que notre réseau continuera de jouer un rôle de premier plan dans les transformations du système éducatif, en soutenant les politiques éducatives et en produisant des données pertinentes pour aider à la prise de décision. Je vous félicite pour tout le travail accompli et je suis impatiente de voir les réalisations futures de notre réseau en faveur de l'éducation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sans transition, je vais aussi, au nom de la Confémen, souhaiter la bienvenue à tous. Je voudrais particulièrement remercier les 4 conseils nationaux de l'éducation qui ont accepté de participer à cette première rencontre. J'espère que ce sera la première d'une longue série. Et remercier particulièrement le Conseil d'éducation d'Espagne qui nous accueille dans ses locaux après des travaux très intéressants que nous avons faits au cours des 2 derniers jours. Je voudrais remercier également les correspondants nationaux de la Confémen et tous les acteurs des systèmes éducatifs qui nous suivent à distance. Il me plaît tout simplement de souligner avec vous l'importance des conseils nationaux pour le pilotage éclairé des systèmes éducatifs dans le contexte de transition actuelle qui nous a imposé justement par la crise de la COVID à tout le monde. Et comme vous le savez, à chaque transition mondiale, l'éducation est toujours au cœur des préoccupations. C'est donc sans aucune surprise que le dernier sommet des Nations Unies appelle à repenser les futurs de l'éducation, à transformer l'éducation pour faire mieux face aux enjeux actuels du monde. Et nous savons que ça va depuis la croissance démographique qui nous appelle à une meilleure gestion des flux au niveau des systèmes éducatifs et à plus d'équité jusqu'à la transition numérique qui est imposée par le développement de l'intelligence artificielle, en passant bien entendu par les fragilités que nous imposent les situations de crise de tous ordres, les inégalités de genre, la crise de l'emploi, etc., etc.
Dans un tel contexte, comment opérer des changements sans un pilotage adéquat des politiques et des systèmes éducatifs? Et le pilotage du système éducatif, comme vous le savez, c'est un processus de prise d'information, de décision et d'action à différents niveaux pour permettre d'atteindre les objectifs fixés. Or, comme toute politique publique, l'éducation et son pilotage sont rendus complexes par la multiplicité des parties prenantes, depuis les apprenants et les enseignants jusqu'aux décideurs nationaux, voire aux organisations internationales, en passant par les différents groupes sociaux qui interfèrent dans l'éducation. Alors, il est donc important que l'ensemble de ces parties prenantes puissent être intégrées et que chacun puisse jouer sa partition dans un cadre d'action commun et partagé. Alors, notre rencontre de ce jour trouve tout son sens pour nous interroger particulièrement sur le rôle des conseils nationaux de l'éducation dans des États francophones, par exemple, où la configuration est très diversifiée, aussi bien en ce qui concerne les ancrages institutionnels que les composantes de ces conseils nationaux, leur impact sur l'éducation et leur rapport aux autres acteurs. Donc, c'est ce qui nous a poussé justement à organiser cette première rencontre avec la présentation de 4 expériences originales qui nous permettront justement de voir comment mieux intégrer les conseils nationaux dans nos systèmes éducatifs et sans doute de poser les bases de la création d'un réseau francophone, africain, des conseils nationaux d'éducation. Et compte tenu de la qualité des personnes que je vois en ligne et des personnes présentes autour de moi, je suis persuadé que nous atteindrons ces objectifs et je nous souhaite donc plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre attention et notre séance se déroulera par la présentation successive des cas des conseils nationaux de l'éducation du Royaume du Maroc avec Madame Lemri Amina qui est en ligne. Ensuite, nous aurons la présentation du Conseil d'éducation du Royaume d'Espagne avec M. Juan Francisco qui est ici à ma droite, puis celui de Québec avec Mme Monique Broder qui est à ma gauche. Vous voyez que je suis très bien encadré. Et enfin, nous aurons l'intervention de M. Noël Baguidi, qui est le président du Conseil national de l'éducation du Bénin et qui est en ligne avec nous. Je sais qu'il est accompagné également de M. Timoléon Awanivo, qui est le secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation. Donc, après toutes ces présentations, nous prendrons quelques minutes pour échanger avec vous en ligne comme dans la salle et nous ferons ensuite, nous tirerons des premières conclusions de notre rencontre. On espère que d'ici 1h30, on aura épuisé l'ensemble du sujet et qu'on pourra conclure. Et sans transition, je vais donc donner immédiatement la parole à Madame Amina Lemrini El Wahabi, qui peut se connecter sur sa vidéo pour qu'on puisse la voir et qui va nous présenter le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche du Royaume du Maroc. Je précise que Mme Lemrini El Wahabi est experte en sciences de l'éducation, enseignante universitaire, donc elle enseigne les curricula scolaires. C'est une ancienne inspectrice pédagogique, ancienne membre de la Commission spéciale de l'éducation et de la formation, COSEF, et du Conseil supérieur de l'enseignement. Elle a occupé des postes à la présidente de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel en 2012, entre 2012 et 2018. Elle a également été membre de la Commission consultative pour la régionalisation avancée et membre fondatrice du comité de soutien pour la scolarisation des filles rurales en 1997. Donc, c'est une personne férue d'expérience qui va nous parler. Elle a aussi publié plusieurs études, plusieurs rapports et elle est titulaire d'un doctorat d'État en sciences de l'éducation
d'un DSS de la faculté de sciences de l'éducation, Mohamed V à Rabat, et lauréate de l'École normale supérieure de Rabat. Voilà, donc Madame Lemrini, je me demande pourquoi je me trompe, alors que c'est un nom qui m'est très familier. Vous avez la parole pour nous présenter votre exposé. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter les remerciements de Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique du Maroc, Monsieur Habib Melki. Et nous vous remercions énormément, la Confémen et l'ensemble des collègues présents, pour cette opportunité qui nous est donnée donc pour pouvoir présenter notre conseil. Alors, le plan de ma présentation donc sera articulée autour de 6 points, 6 points, voilà. Le premier sera donc une brève présentation de l'historique, des bases juridiques, composition et organigramme de notre institution. Le second, objectif, mission et attribution. Le troisième, un focus sur les temps nécessaires pour la production des avis. Un quatrième point sur les rapports entre notre conseil et les autres acteurs du système éducatif marocain. Un cinquième sur l'ouverture du conseil vers l'international. Et un dernier sur les projets et les thématiques sur lesquelles nous travaillons actuellement. Concernant l'historique, vous avez devant vous donc une ligne du temps qui retrace un peu les temps forts de notre institution. Je focaliserai essentiellement sur 4 moments. 2011, c'est le moment où notre conseil, le Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique, a été constitutionnalisé. Le deuxième moment est en 2014, lorsque il y a eu la promulgation de la loi donc, qui met en place le Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique, anciennement appelé le Conseil supérieur de l'éducation. Et le troisième moment, 2015, c'est un moment très fort pour notre conseil. C'était le moment où le conseil a été chargé d'élaborer la vision stratégique pour le système éducatif. C'est une vision stratégique 2015-2030 qui trace un peu le grand cadre donc stratégique pour tout le système, bien sûr pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les acteurs de l'éducation-formation. Et 2019, lorsqu'il y a eu la promulgation de la loi cadre du système éducatif marocain, et c'est cette loi qui régit donc actuellement les réformes en cours et qui donc absolument implique donc notre conseil, mais aussi l'ensemble des parties prenantes. Notre conseil est donc une institution constitutionnelle, c'est une institution consultative, indépendante, et elle fait partie, en vertu de la Constitution, des instances de bonne gouvernance, de démocratie participative et de développement humain. Alors, un des atouts les plus importants de notre conseil et sa composition, c'est une institution, c'est une composition plurielle qui conjugue à la fois l'expertise, nous sommes 20 membres experts nommés directement par Sa Majesté le Roi, 25 membres de droit qui sont les représentants des gouvernements, les départements concernés, quelques institutions nationales qui s'intéressent donc à la question de l'éducation, les 2 chambres du Parlement et bien sûr les établissements. Donc dans ces 25 membres, il y a les représentants des établissements de l'éducation et de la formation. Donc ces 25 membres sont nommés par le chef du gouvernement sur proposition du ministre. La troisième composante qui est de 54 membres, donc c'est des représentants des acteurs concernés par le système éducatif, essentiellement des syndicats, les cadres pédagogiques, administratifs, associations de parents d'élèves, des étudiants, des lycéens,
des représentants des collectivités territoriales, associations de la société civile, entreprises, représentants de l'enseignement privé, et ces 45 membres sont nommés par le chef du gouvernement sur proposition des instances auxquelles il ou elle sont affiliés ou qu'ils représentent dans notre conseil. Et je voudrais juste dire quelque chose d'important pour nous, c'est qu'en vertu de la loi qui a institué notre conseil, la mission des membres du conseil est bénévole. Toutefois, bien sûr, des indemnités qui sont fixées par décret sont octroyées pour des besoins relatifs aux travaux des commissions, réunions et missions effectuées, etc. Alors, concernant l'organigramme, c'est juste pour dire que notre conseil, tous les membres du conseil sont membres de commissions permanentes. Actuellement, nous avons 6 commissions permanentes, donc pour tout le mandat. Moi-même, je préside une de ces commissions qui est la commission des curricula, programmes, formation et outils didactiques. Et nous avons 2 commissions ou 2 groupes de travail qui sont des commissions ad hoc ponctuelles. Donc, actuellement, nous avons une qui travaille sur la stratégie du Conseil 2023-2027 et une autre qui prépare donc le rapport annuel. Bien sûr, nous avons une instance nationale d'évaluation. C'est une structure très importante pour notre conseil, qui est donc auprès du conseil, mais qui a une grande autonomie, parce que c'est elle qui est chargée une des missions principales de notre conseil, qui est celle d'évaluer les politiques publiques, d'évaluer donc, d'élaborer un certain nombre donc d'évaluations en fonction des standards internationaux, etc. Et bien sûr, il y a un secrétariat général. Nous sommes actuellement près de 100. Ça veut dire le personnel de l'institution est aujourd'hui presque 100 cadres et fonctionnaires. Alors, concernant l'objectif, mission et attribution, je pourrais résumer l'objectif ou la finalité ou la raison d'être de notre institution en disant que c'est une institution qui contribue à l'édification d'une école nouvelle, une école fondée sur l'équité, la qualité pour tous, la promotion de l'individu et de la société, une école en phase avec les ambitions de développement démocratique et durable de notre pays. Nous avons plusieurs missions, mais la principale mission de notre institution est celle d'accompagner de façon vigilante et prospective la mise en œuvre systémique des réformes en cours, et je parle essentiellement de la réforme qui a été enclenchée dans le cadre de la vision stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été mise en place en 2015, et de la loi cadre de 2019, et bien sûr des réformes à venir. Nous savons tous, ça a été rappelé par Monsieur le secrétaire général en faisant référence à la grande conférence des Nations Unies, le système éducatif doit être en permanence transformation, et donc notre conseil est un conseil qui offre cet accompagnement vigilant et prospectif donc à la mise en œuvre des réformes actuelles et en cours. Nos prérogatives, bien sûr, par la recherche, la réflexion, les débats, l'action, nous avons une principale prérogative mission, si je peux m'expliquer ainsi, qui est celle de l'évaluation. Donc, avec obligation de publier les résultats de ces évaluations, et c'est l'instance nationale d'évaluation auprès donc du Conseil qui a en charge donc cette grande mission. Nous avons bien sûr comme prérogative, comme l'ensemble des institutions similaires, celle d'émettre des avis, donc par le biais des saisines. Ces avis sont faits à Sa Majesté le Roi s'il le demande, et au chef du gouvernement et aux 2 chambres du Parlement. Nous sommes également une force de proposition par le biais de l'autosaisine. Nous avons un mandat très large, et de par la Constitution, notre mandat est très large. Notre institution peut s'intéresser à toutes les questions d'intérêt national concernant l'éducation. Bien sûr,
Je dirais que dans ses prérogatives, dans ses missions, il y a bien sûr le fait d'éclairer les politiques publiques, mais aussi la mobilisation sociale autour de l'école et de cette nouvelle école. Alors, je fais un zoom concernant les questions de saisine, sur les délais. Quand notre institution est saisie par le chef du gouvernement ou par les présidents des deux chambres du Parlement, de par la loi, nous avons deux mois, donc à partir de la réception de cette demande, pour émettre cet avis. En cas d'urgence, on peut donc accélérer le rythme et le délai devient donc d'1 mois. Bien sûr, le Conseil peut toujours, à titre exceptionnel, et ça figure dans la loi, demander une prolongation de ce délai, mais avec l'obligation de le justifier. Mais en cas d'autosaisine, c'est le Conseil, bien sûr, qui choisit les questions à étudier, donc les questions sur lesquelles il voudrait émettre un avis ou un rapport ou des recommandations. Donc, dans ce cas-là, notre Conseil, donc, c'est lui qui a la main, donc c'est lui qui définit les délais de réalisation et d'émission de ces avis. Je voudrais juste ajouter ici que concernant les avis d'autosaisine, de par la loi aussi, notre Conseil peut émettre des avis en partenariat avec d'autres institutions constitutionnelles, telles que, par exemple, le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil économique et social, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, sur des questions, bien sûr, qui sont en relation avec l'éducation. Le processus, il est en six étapes. Bien sûr, Monsieur le Président reçoit donc la demande. Dans le cadre du bureau, on affecte cette demande d'avis. Je parle du processus pour les saisines. Donc, le bureau du Conseil affecte donc cette demande à une des 6 commissions permanentes en fonction du thème de cette demande. La commission travaille donc en utilisant donc en faisant une recherche, des concertations, des consultations. Donc, elle produit ce projet d'avis. Ce projet donc est discuté au sein du bureau, et c'est l'Assemblée générale donc qui se tient 2 fois par an, qui valide ces avis. Après validation, cet avis est transmis donc à la partie qu'il a demandé. Et cet avis est publié, donc il est rendu public par tous les canaux possibles. Tous nos avis sont sur le site de notre Conseil. Alors, concernant les rapports entre notre Conseil et les autres acteurs du secteur éducatif, bien sûr, le gouvernement constitue une des principales parties prenantes du système éducatif et bien sûr des partenaires de notre Conseil. Le Conseil partage avec le gouvernement notamment, bien sûr, les départements ministériels concernés. Actuellement, ils sont plusieurs. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère en charge de la formation professionnelle, le ministère de la Culture. Donc, nous partageons avec ces départements gouvernementaux, bien sûr, et c'est évident, les grandes finalités du système éducatif, les grands objectifs auxquels nous voulons tous aspirer en tant qu'acteurs, que responsables et en tant que pays. Mais bien sûr, nos missions sont distinctes. Donc, le Conseil entretient des relations de concertation et de coordination avec les départements ministériels. Un mécanisme est en place qui s'appelle le comité d'orientation stratégique. Il réunit le président de notre Conseil, les ministres concernés, les secrétaires généraux de ces ministères. Ce mécanisme, cette structure se réunit 2 fois par an, donc selon un ordre du jour avec des PV. Et bien sûr, il y a des conventions qui sont signées en
entre notre conseil et certains départements ministériels, tels que, par exemple, pour l'instance nationale d'évaluation, lorsqu'elle doit préparer ces évaluations, nous avons besoin d'utiliser des données qui ne sont que chez un de ces ministères, et donc il y a des conventions entre les deux institutions pour pouvoir utiliser ces données. Concernant les autres acteurs… Vous avez encore deux petites minutes. Parfait, c'est très bien. Donc, pour les autres acteurs, Voilà. ils sont tous membres de notre conseil et bien sûr, nous organisons énormément d'activités de concertation, de consultation en marge et à l'occasion de l'ensemble des activités que nous organisons avec l'ensemble des autres parties prenantes. Avant-dernière slide, donc pour nos rapports à l'international, nous avons des contacts très solides donc avec deux réseaux, l'UNEC que vous connaissez et aussi le FLIP. Nous sommes partenaires d'un grand nombre d'organismes internationaux, dont l'UNICEF, l'OCDE, l'Union européenne, etc. Pour les institutions similaires, nous sommes partenaires du Conseil supérieur d'éducation du Canada et du Consejo Escolar del Estado d'Espagne. Le Conseil est très intéressé par l'idée du réseau francophone et des démarches sont en cours au niveau de notre institution pour éventuellement un partenariat avec les instances du continent africain. Les questions sur lesquelles nous travaillons, c'est le dernier slide. Nous travaillons actuellement sur deux avis pour le gouvernement, un sur la loi sur l'enseignement scolaire, un sur le décret des applications et de l'ingénierie linguistique. Nous préparons actuellement deux journées d'études, l'une prévue pour le 17 mai sur l'orientation scolaire, une seconde est prévue sur genre et système éducatif qui a été sélectionnée par le Conseil pour être intégrée au rapport annuel 2023. Le rapport annuel est une obligation constitutionnelle. Il est d'abord remis à Sa Majesté le Roi, puis au chef du gouvernement et il fait l'objet d'un débat au Parlement. Au niveau de l'instance, c'est ma dernière phrase, au niveau de l'instance nationale d'évaluation auprès du Conseil, donc à titre d'exemple, actuellement nous préparons l'étude Thalys 2024, c'est une étude internationale sur l'éducation et l'apprentissage donc menée par l'OCDE. Elle a été lancée le 27 mars 2023 par Monsieur le Président et l'INE prépare actuellement aussi l'enquête PNEA, qui est le programme national d'évaluation des acquis des élèves, qui se déroule donc tous les 4 ans depuis 2019. Pour finir, étant donné que le Conseil entame depuis décembre 2022 un nouveau mandat, nous sommes actuellement dans un nouveau mandat qui a donc un projet de stratégie du Conseil pour 2023-2027 est en cours et le réseautage y constitue un des axes stratégiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci infiniment pour cette présentation très intéressante et très exhaustive. Nous allons, sans transition, passer à l'expérience du Royaume d'Espagne. Je vais donc appeler M. Juan Francisco Gutiérrez, qui représente le Conseil Escolar del Estado, qui est professeur agrégé en deux spécialités, physique, chimie et français, donc lettres et sciences. Et il est aussi diplômé dans le domaine de la prévention des risques liés au travail. Il a exercé en tant que professeur, chef de département et chef d'études, membre de l'équipe de direction dans plusieurs collèges et lycées. Actuellement, il est en poste au ministère de l'Éducation espagnol, où il exerce la fonction de conseiller technique auprès du Conseil d'éducation d'Espagne. Donc, Monsieur Gutiérrez, je vous donne la parole pour présenter le cas du Royaume d'Espagne. Merci beaucoup. Cette fois-ci, en tant que moi, avant de présenter la présidente, cette fois-ci, c'est moi qui suis ravi d'être avec vous et de partager avec vous notre expérience et de contribuer à la création de possibles. On est en train de le faire, de ce réseau magnifique des pays francophones. Alors, je vais aussi partager une présentation. Voilà. Ça, vous savez ici le bâtiment de notre conseil, là où on est.
Et puis, c'est le nom en espagnol, comme vous l'avez là, c'est le Conseil espagnol de l'éducation. Et on est porté sur tous les niveaux d'éducation, même en formation professionnelle, sauf le niveau universitaire. Là, on ne travaille pas, donc, même, on travaille un peu de façon indirecte. Le partie de mon intervention pourrait coïncider à peu près avec ce qui exposait notre représentante du Conseil du Maroc, c'est-à-dire d'abord l'histoire et les lois auxquelles le Conseil espagnol est ancré, après les missions et l'organisation. Et finalement, on va avoir un aperçu sur les projets sur l'international. Et donc, on démarre avec l'histoire. D'abord, l'histoire du bâtiment, qui est là où nous sommes maintenant. Je crois que ça a été une expérience pour les participants ici à ce webinaire, aussi au sein d'un des séminaires de l'UNEF, de faire connaissance, parce que vraiment, c'est très ancien. C'est 1102, et ça a été créé dans le but de verger l'ancien noviciat des Jésuites. Et avant, c'était le terrain occupé par l'ambassade de Genoa, en plein centre-ville de Madrid. C'est un endroit privilégié. À partir de 1842, c'est l'histoire récente du bâtiment, l'histoire ancienne, il a été utilisé en tant que prison d'enfants. Mais on démarre en 1842. Ils ont déménagé quelques facultés de l'ancienne université d'Alcalá de Henares. Et puis, à ce moment-là, a démarré la construction de l'amphithéâtre Paranifo. Et quelques-uns, vous avez vu, magnifique. C'est à côté de la nouvelle université centrale. Dans aussi le lycée appelé du Noviciat, qui reçoit aujourd'hui le nom du lycée Cardinal Planel. L'énorme bâtiment est partagé. Et il y a le lycée encore, il y a l'université. Enfin, maintenant, si on parle du fait qu'ici, c'est plutôt une fonction de représentation. Et on est, nous, aussi le Conseil de l'État, et aussi l'Institut d'Espagne, avec plusieurs académies de l'histoire, de langue, des sciences économiques. Alors, sur les conseils, l'histoire du Conseil démarre en 1812. Lors de la constitution de Cadix, qui en sort pour la première fois un système éducatif national. Il comporte le droit à une éducation universelle et gratuite. Le représentant du peuple devrait planifier les objectifs, la structure du système éducatif. Et voilà, c'est à ce moment-là que le système espagnol est créé. Et vraiment, le Conseil démarre en 1843, où est créé l'ancêtre de notre conseil, c'est le premier ancêtre de l'instruction publique. 1857, c'est une loi qu'on appelle Moyano, du nom de son créateur, qui est très important pour le système espagnol, qui structure pour la première fois le système éducatif espagnol. Et le Conseil devient un organisme consultatif pour le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas eu autant de changements, vraiment. Il y a eu des changements, mais on garde cet esprit. Organe fondamental pour les gouvernements. À la fin du 19e siècle, il y a la commission permanente, ça fait partie de la structure, on verra après. 1940, après la guerre civile espagnole, il a été créé le Conseil national d'éducation avec des fonctions différentes cette fois-ci de ce qu'on a maintenant, parce que c'est une fonction plus bureaucratique. On garde encore toute la paperasse dans nos archives. On serait ravis que vous veniez un jour. On va vous montrer. Là, les archives, c'est très intéressant. Là-haut, parce qu'on garde des autorisations pour exercer en tant que dentiste pour quelqu'un qui vient de Cuba. Bon, enfin, oui. C'était une fonction plus bureaucratique à l'époque du franquisme, après la guerre civile. Assez intéressant aussi. Octroi des agrégations pour les professeurs, mais il y avait aussi l'analyse des lois éducatives. L'esprit consultatif se maintenu à cette époque-là. Et ben, après la mort de Totter, encore,
Et heureusement, on est rentré en démocratie. Et voilà, le Conseil de l'État, scolaire de l'État, le Conseil espagnol d'éducation, a été créé en 1985 par la loi organique des droits à l'éducation. Alors, on passe vers la régulation normative. Ça, c'est très important. C'est très important que les conseils soient, quelque part, ancrés dans la loi, ancrés dans le gouvernement, et qu'on vient de dire, on a été créé vraiment dans cette loi, la loi des droits à l'éducation, qui est une loi très, très importante, et une loi organique, c'est important. Et cette loi, ce qu'elle dit, c'est souvent, le Conseil de l'éducation de l'Espagne est l'organisme qui, au niveau de l'État, est chargé de la participation de toutes les parties prenantes dans la programmation générale de l'enseignement, ainsi que du Conseil en relation au projet de loi, au règlement proposé par le gouvernement. C'est-à-dire, notre mission, c'est donner des idées pour la programmation générale de l'enseignement, je reviendrai un peu plus tard, et surtout donner des avis sur chaque loi, chaque règlement qui est proposé au niveau de l'État. On doit donner un avis technique, un avis des parties prenantes. Puis, cette structure a été développée par le Royal Décret, vous voyez là, 694-2007, et une ordre ministérielle qui approuve le règlement. Eh ben, ce qui est important de dire, connaître, l'Espagne est un État décentralisé. Les régions, les communautés autonomes ont beaucoup de pouvoirs, un pouvoir de gestion. Là, les personnes qui sont ici, on a pu avoir cette expérience parce qu'hier, on est allé à Tolède, qui est la capitale des régions, des communautés autonomes. Et chaque région a un conseil régional. Et là où on nous a expliqué comment ils fonctionnent et un peu comment ils sont connectés au conseil de l'État. Vous pouvez imaginer que cette structure est assez compliquée. Mais en même temps, c'est passionnant. Hein? C'est passionnant. C'est-à-dire, on a des lois au niveau de l'État, ces lois, on doit régler une partie, l'autre partie va vers les régions et on doit mettre un acteur pour ça. Hein? C'est vraiment de la broderie, quelque part, le normatif. Or, on continue. Quelles sont les fonctions du Conseil? C'est un conseil, comme je viens de dire, élaboration des rapports sur toutes les lois et règlements qui portent sur l'éducation, hors université à niveau de l'État. Mais on fait aussi autre chose. Élaborer et approuver les rapports annuels sur le système éducatif. Ça, c'est un gros rapport, c'est un travail énorme, quelques 600 pages, où il est écrit d'un point de vue scientifique toutes les données de l'Espagne, mais aussi en relation à l'Europe et même en relation à d'autres pays. On parle aussi du Canada, dernièrement, dans quelques parties des études. Et ça fait un gros rapport sur un travail. Et ce qui est important, c'est qu'on a réussi à avoir des consensus. Dans ces grands rapports, gros rapports, de tous les acteurs, même s'ils sont de droite, de gauche, centre, ils sont contents parce que c'est assez scientifique. Ils sont ravis, les conseillers. Et on rédige aussi le magazine Participation dans l'éducation. Et en général, on sert en tant qu'organisme du gouvernement pour les questions dans le domaine éducatif qui relèvent d'une spéciale complexité. C'est-à-dire, en expertise technique, par exemple, là, lors de la pandémie, il y avait un problème avec les étudiants qui étaient partis aux États-Unis pour la convalidation d'études. Peut-être au Canada aussi. Hein. Et là, c'était assez compliqué parce qu'ils n'avaient pas pu compléter leur études, ils n'avaient pas de diplôme là-bas. Et il y avait quelques-uns là-bas, ils n'avaient pas pu rentrer ici. Et qu'est-ce que ça se passe pour ces années-là? Enfin, on a demandé l'avis des conseils, on a émis un rapport. Et tout le monde a été super ravi, autant les ministères que nous. C'est ce genre de questions qui parfois sont l'objet de l'avis du gouvernement. Quelle est l'organisation des conseils? L'organisation des conseils, il y a les organismes unipersonnels, c'est la présidente, c'est Madame
Encarna Cuenca, désolé la partie précise, mais ça lui a fait vraiment de la peine de partir, elle était malade. Le vice-président et la secrétaire générale. Ce sont les organismes unipersonnels. Et puis, les organismes collectifs, qui en l'Assemblée plénière, où il y a 107 conseillers qui font partie de tous les types d'agents sociaux. On va revenir sur ce sujet plus tard. La commission permanente qui gère dans les quotidiens, je sais qu'il y a des quotidiens parce qu'on a des réunions tous les temps, les quotidiens, tous ces objectifs, toutes ces tâches qui sont données au Conseil. Et c'est important, les comités de participation autonomique. Les 17 présidents des régions, des communautés autonomes, font partie du Conseil. Et maintenant, il y a une étroite collaboration avec eux et la commission permanente. Parfois, on fait même des études, des rapports ensemble, des projets, et ça contribue à structurer l'Espagne en tant qu'État. Puis, il y a la commission déléguée, des rapports, une commission d'études et une commission déléguée de coéducation. Là, on a beaucoup travaillé cette année sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'intégration des hommes et des femmes dans le domaine de l'éducation par rapport au langage spécialement. C'est-à-dire comment on fait différemment, comment on doit mettre en valeur les femmes. Et on a élaboré un guide. On a beaucoup travaillé vraiment sur ce sujet. Oui. Oui. Là, c'est là où on est, et le logo de l'Assemblée plénière. Maintenant, la réparation, on n'a pas pu en profiter lors du séminaire. Les conseillers des conseils, comme vous voyez, il y a des professeurs, un peu comme le Maroc, des maîtres, des étudiants, personnels d'administration de service. Et ça, c'est très important. Il y a les titulaires, c'est-à-dire les propriétaires des établissements scolaires privés, les organisations syndicales, les organisations d'entreprise, l'administration de l'État, bien sûr. Puis l'université, parce que même si nous faisons en direct, on est bien sûr en relation, par exemple, pour la formation des professeurs. Les 4 représentants des communes, c'est-à-dire municipalités, et 12 personnalités désignées par les gouvernements, 4 représentants des organisations des femmes. Ça, c'est très important dans notre conseil, les rôles des femmes. Et le président et le président des conseils autonomiques régionaux d'éducation 17. Puis les gros rapports, je ne vais pas y entrer, j'en ai parlé avant, je ne vais pas entrer en détail, quand c'est l'éducation, ressources, organisation, scolarisation, l'éducation de gestion directeur des ministères, propositions pour améliorer les systèmes, et c'est connecté, c'est pas dit ici, mais c'est assez connecté à l'international ces dernières années. Ça, c'est le sujet pour les magazines qui génèrent parfois des événements les dernières années où on sollicite et on invite les conseillers d'autres pour présenter. Vous savez ici participation, l'éducation, l'éducation, l'innovation. Là, c'est comment on élabore des rapports sur les lois et règlements. Seulement, je vais dire une chose. Il y a entre 25 et 50 chaque année. Loi, règlement, c'est un travail vraiment énorme. Et puis, quels sont les délais? À 15 jours, parfois c'est 2 ou 3 en même temps. On fait un travail. Moi, je collabore avec l'avocat dans ce genre de travail. C'est hyper intéressant, mais parfois c'est dur. Une grosse qualité technique. Pour finir, seulement, ici je vais m'arrêter un peu, sur le développement du conseil à l'international. Bon, on a eu toujours une vocation d'établir des relations internationales, mais ces dernières années, la vocation s'est approfondie. On a d'abord notre collaboration avec l'UNEC, association qui regroupe des personnalités des conseils européens et maintenant, heureusement, d'autres pays du monde, Maroc, Canada en l'occurrence, Québec en l'occurrence. Et puis, on a aussi des relations approfondies avec des pays ibero-américains. Maintenant, on commence à avoir des relations bilatérales. Ça a été nommé qui a jamais été exploré. Et maintenant, on démarre
Qui a petit, mais c'est vrai, ça, je n'ai jamais exploré. Et on démarre avec le Maroc, notamment, le Conseil de Maroc, Québec aussi, et voilà, on reprend de démarrer ça. Et bien, finalement, je vais dire, en relation à ces réseaux, à la conférence, même si l'Espagne n'est pas un pays appartenant à la francophonie, la proximité avec plusieurs pays francophones et la connaissance de leur langue et culture nous rend enthousiastes pour continuer à approfondir notre collaboration avec la Confémen et le réseau des conseils et organismes de participation éducative des pays francophones. Merci pour cette belle conclusion. Vous êtes bienvenus au niveau de la Confémen. Je vous remercie infiniment. On va continuer le marathon des présentations avant de passer aux questions. Je vais donc donner la parole immédiatement à Madame Monique Broder, qui est la présidente du Conseil supérieur d'éducation du Québec. Elle est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en psychopédagogie et ainsi que d'un baccalauréat en orthopédagogie. Madame Broder a une longue expérience dans l'éducation. Elle est professeure à l'adaptation scolaire et sociale, avec une belle carrière à l'Université de Québec à Montréal, où elle est doyenne intérimaire à la Faculté des sciences politiques de 2020 à 2022, après avoir été successivement doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation et vice-doyenne de la recherche. Elle a été à l'origine de la création des programmes d'études et des infrastructures de recherche, et son expertise s'étend de sujets aussi variés que l'adaptation scolaire, la prévention des difficultés d'apprentissage en lecture, l'autorégulation des apprentissages, le développement professionnel des enseignants et des orthopédagogues, mais aussi différents projets orientés vers la réussite éducative. Encore une personne férue d'expérience pour nous présenter le Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Vous avez la parole, cher ami. Merci beaucoup, Abdel. Merci beaucoup au Conseil supérieur de l'Espagne de nous accueillir en ces beaux locaux. Merci beaucoup aussi à la Confémen d'organiser cette rencontre fort intéressante. Je tiens à souligner la présence de 4 de mes collègues, 3 qui sont au Québec, Marie-Josée Larocque, Marilène Germain et Jean Rousseau, et Suzanne Mainville qui m'accompagne ici aujourd'hui. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec, la présentation va être structurée sensiblement de la même façon que celles qui ont été présentées auparavant. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation, en bref, le Conseil a été créé la même année que le ministère de l'Éducation du Québec. Ils sont très jeunes, 60 ans à peine l'an prochain. Donc, ce sont 2 organismes qui ont été créés avec leur loi spécifique, puis une loi qui définit sa mission et son rôle. Donc, son rôle, c'est vraiment de collaborer avec les 2 ministres de l'Éducation, soit Éducation et Enseignement supérieur, de les conseiller sur toute question relative à l'éducation. C'est important de savoir que depuis 1964, il y a eu parfois un seul ministère de l'Éducation et parfois ils ont scindé Éducation et Enseignement supérieur et depuis, ça va et ça vient. Pour l'instant, ce sont 2 ministères séparés, puis on peut penser quand même que ça va demeurer comme ça étant donné la complexité des 2. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec est composé de 3 entités. Tout d'abord, la permanence. La permanence, ce sont une trentaine d'employés qui travaillent à temps plein pour le Conseil et qui comporte 3 gestionnaires. Excuse-moi, Ron Fresco. J'étais là, moi, j'ai défilé à l'écran, mais Ron Fresco. Il faut régler ça. Ah, il faut régler, oui. Habituellement, c'est que je contrôle, mais là, on a partagé. Ah, merci Jean-François. Ça sera plus facile. Oui, je pense. Non, c'est... Ah, celle-là, d'accord. Donc, ça, c'était le Conseil en bref. Maintenant, le Conseil, comme je vous l'ai spécifié, est composé de 3 entités. Donc, la permanence, qui est composée d'une trentaine de personnes qui sont embauchées à temps plein et dont 3 gestionnaires en plus de la présidente. Ensuite, la table du Conseil. La table du Conseil, ce sont 22 personnes nommées par le gouvernement qui représentent finalement différents grands groupes d'acteurs au Québec. Et enfin, les instances. Les instances, ce sont des personnes que la table nomme elle-même. Il y a 5 commissions et 3 comités. Donc, tout d'abord, il y a la commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. Ensuite, la commission de l'enseignement secondaire, la commission de l'enseignement et de la recherche au collégial, la commission de l'enseignement et de la recherche universitaire
et puis la commission de l'éducation des adultes et de la formation continue. À ça s'ajoutent 3 comités. Un comité qui relève directement de la loi, c'est-à-dire le comité sur l'état et les besoins en éducation, qui, aux 2 ans, doit produire un rapport. Ensuite, un deuxième comité qui porte sur la relève étudiante, donc composé d'étudiants du collégial et de l'universitaire, et le comité sur l'éducation autochtone qu'on vient tout juste de pérenniser, qui justement permet d'avoir, tout comme le comité sur la relève étudiante, le regard étudiant et le regard des communautés autochtones sur les travaux du Conseil. Donc, ce sont ces 2 derniers comités, des comités qui non pas produisent des avis comme les autres commissions ou le comité sur le rapport et les besoins, mais qui permettent d'intégrer ces dimensions-là aux autres travaux du Conseil. Donc, vous avez en bref, c'est un apron que nous avons produit, que notre service des communications a produit, qui regroupe dans le fond plusieurs l'ensemble du Conseil. Donc, vous avez la mission à gauche, dont je vous ai parlé tantôt, la vision, qui est vraiment une autorité incontournable, puis un organisme renouvelé, qui vise justement à éclairer l'éducation au Québec, avec 3 valeurs cardinales. Donc, l'impartialité, donc vraiment agir en indépendance. Donc, le Conseil est indépendant du ministère, bien qu'il relève du ministère pour les aspects administratifs et la présidente relève du ministre de l'Éducation. Ensuite, l'ouverture par l'intégration d'une pluralité de points de vue. Tantôt, je vais vous présenter comment le Conseil produit ses travaux. Vous allez pouvoir à ce moment-là voir comment on assure cette intégration plurielle. Puis la rigueur, donc vraiment, on veille à ce que les travaux soient toujours effectués avec une grande rigueur et beaucoup de qualité. Donc, vous avez un résumé ici, puis vous avez en fait l'organisation des différents groupes, différentes unités, puis comment elles sont articulées entre elles. D'accord. Donc, je vais passer par-dessus les valeurs, on vient de les nommer. Donc, ce sont ici vraiment les 3 piliers de la façon de fonctionner du Conseil. Donc, c'est vraiment un processus de co-construction des savoirs qui regroupe beaucoup, dans le fond, des modalités qui ont été présentées dans le cadre du congrès de l'UNEC pour voir comment on arrive à produire justement les travaux. Donc, dans un premier temps, les gens de la permanence, une fois un thème établi puis choisi par la table, vont faire un inventaire des savoirs savants, soit les écrits, les études scientifiques, des consultations d'experts, des données statistiques, à la limite aussi des encadrements légaux. Ensuite, on va voir au niveau des savoirs d'expérience. Donc, de par la composition des instances du Conseil, ça nous permet d'avoir justement des experts autour de la table qui permettent finalement d'apporter aussi un regard complémentaire et au besoin aussi, on peut consulter des experts. Et enfin, ce sont les délibérations démocratiques à la fois de chacune des instances du Conseil et puis, au final, une validation par la table même du Conseil. Donc, au niveau des champs d'intervention, le mandat du Conseil porte sur toute question, en fait, qui est relative à l'éducation du préscolaire jusqu'à l'université, incluant la formation des adultes et continue. Donc, c'est vraiment à tous les ordres d'enseignement. Ensuite de ça, ça concerne à la fois les établissements d'enseignement public, mais il y a aussi au Québec des établissements d'enseignement privé. Ensuite, la recherche aussi est effectuée dans les établissements, principalement d'enseignement supérieur, là, au niveau des collèges et des universités, et les affaires étudiantes. Donc, on doit vraiment aussi donner notre avis, l'avis du Conseil, au ministre sur tout projet de règlement s'ils ont justement des modifications réglementaires auxquelles ils veulent procéder. Au niveau des types de production maintenant, donc il y a le fameux rapport sur l'état et les besoins dont je vous parlais tantôt. Donc, par exemple, il y a eu de produire un avis, revenir à la normale, surmonter les vulnérabilités du système éducatif face à la pandémie COVID-19. Je pense que c'est quelque chose qui nous a tous caractérisés. On pourrait faire une synthèse des avis à ce sujet. Ensuite, les avis d'initiative. Donc, pour une recherche universitaire diversifiée, reflet et moteur de la société, qu'on vient tout juste de lancer, vous pourrez le retrouver sur notre site Web. Et des avis aussi mandatés par le ministre. Le précédent était vraiment un avis d'initiative, alors que aussi les ministres peuvent demander des avis. Donc, par exemple, les cheminements rapides dans les études universitaires au Québec,
et la reconnaissance des acquis et des compétences au collégial, donc une avenue à optimiser et à promouvoir. Ensuite, il y a les avis réglementaires dont je vous parlais tantôt. Donc, à chaque fois qu'un avis, qu'il y a une modification au régime pédagogique ou au régime, à une loi, le conseil doit produire un avis, puis il a 45 jours pour le faire. Donc, là, c'est vraiment quelque chose qui est établi là, par la loi. Ensuite, à l'occasion, il peut y avoir aussi des mémoires de produits, comme par exemple le mémoire sur la liberté académique en enseignement supérieur. Ensuite, des documents études et recherches. Ce sont des documents souvent que la permanence du conseil va élaborer puis qui vont servir après ça à alimenter certains avis. Puis ça peut arriver des fois qu'on produise ces travaux-là et qu'il n'y ait pas d'avis nécessairement pour toutes sortes de raisons qui suivent. Donc, ça permet d'avoir un document autonome qui permet de conserver une trace des travaux effectués puis qui peuvent justement alimenter les travaux du conseil et aussi le système éducatif. Donc, par exemple, la flexibilité de la formation aux différents ordres d'enseignement, l'exemple finlandais. Et il y a des publications dans des périodiques, revues, ouvrages en éducation aussi à l'occasion qui peuvent être produits. Donc, au niveau des instances maintenant, donc actuellement, nous avons un rapport sur l'état et les besoins en éducation, je pense qu'il rejoint les préoccupations de plusieurs pays membres de l'UNEC, plusieurs conseils membres de l'UNEC ou voire aussi de la Confémène, c'est-à-dire les différentes voies d'accès à la profession enseignante en un contexte de pénurie d'enseignants où il y a beaucoup de pression pour former les enseignants plus vite, mais tout en même temps aussi en veillant à assurer une qualité de formation qui soit optimale. Donc, ce sont des travaux en cours. Ensuite, l'éducation préscolaire et enseignement primaire. Actuellement, il y a un avis en cours sur les collaborations école, famille et communauté pour soutenir le bien-être de l'enfant à l'école. Le Conseil avait déjà auparavant produit un avis sur le bien-être justement des enfants à l'école. Enfin, au secondaire, les moyens d'offrir à tous les élèves du secondaire un parcours scolaire stimulant et engageant. Ce matin, certains collègues parlaient justement des difficultés qu'avaient certains enfants en milieu d'éducation prioritaire ou défavorisés. On vit la même chose au Québec. Il y a un système d'école privée, un système d'école publique, puis on a des données qui confirment que selon le groupe auquel l'enfant participe, les chances de réussite scolaire ne sont pas toutes les mêmes. Donc, comment faire en sorte que l'école secondaire puisse accroître finalement l'équité pour justement un parcours éducatif et scolaire qui permettent l'apprentissage et le développement là, des jeunes. Aussi, au niveau de l'enseignement et de la recherche au collégial, actuellement, on travaille à l'articulation entre la recherche et la formation au collégial, donc dans une relation causale réciproque. Et au niveau de l'enseignement et de la recherche universitaire, comme je vous le disais tantôt, on vient tout juste de déposer un avis de produire un avis sur la recherche à l'université, quelques enjeux. Mais là maintenant, ça va porter sur l'articulation harmonieuse des études et du travail chez les étudiantes et les étudiants universitaires, parce que, outre la pénurie d'enseignants, le Québec fait face aussi à une pénurie de personnes dans différents secteurs. Ensuite de ça, éducation des adultes et formation continue, il y a un avis qui s'achève prochainement sur la réflexion sur la pertinence de la mise en œuvre d'un cadre national de qualification au Québec. Donc, au niveau du processus de production d'un avis, donc ça repose sur les 3 piliers énoncés plus tôt. La durée, c'est environ d'un avis d'initiative de 24 mois. Ça peut varier un petit peu. Ensuite, pour le rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, il faut le publier aux 2 ans, mais c'est arrivé antérieurement que le Conseil en publie 2 en 2 ans. Puis, tous les avis doivent être adoptés par la table du Conseil. Puis, vous avez dans aussi des éléments qui permettent de voir que, bon, tout d'abord, il y a le choix d'un thème d'un avis. On produit ensuite un devis, un premier rapport d'étape, un deuxième rapport d'étape, jusqu'à la vente. C'est bon. Donc, je vais... on dirait que c'est coin... Ah, je l'ai. C'est bon. Donc, c'est ce dont je vous parlais à la gauche, là, du processus des avis. Et il me reste combien de minutes? 3, c'est parfait. On va, oups, je pense que j'ai été un peu vite. Donc, au niveau des collaborations internationales, il y en a plusieurs. Le précédent ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, avait mandaté Maryse Lassonde, la précédente présidente, pour accroître justement les collaborations à l'international. Donc, il y a notamment avec justement la Confémène, avec l'UNEC,
Il y a des liens aussi, des collaborations à l'occasion avec l'UNESCO. Ensuite, il y a l'AUF. Donc, il y a vraiment une panoplie de collaborations à l'international. Il y a aussi avec l'Institut Mahatma Gandhi de l'UNESCO, ce qui nous a permis aujourd'hui, pour ce colloque-ci, d'inviter justement le président. Et évidemment aussi le Maroc, avec lequel il y a une relation particulière, puisque nous sommes les deux pays non membres de l'Europe, mais qui font partie de l'UNEC et qui partagent aussi le français là, comme langue. Ensuite de ça, la participation aussi, évidemment, aux travaux de l'UNEC cette fois-ci. Puis la semaine prochaine, Suzanne et moi serons à Paris pour le CNRS. Donc, voilà en gros les participations. Puis ici, vous avez une idée finalement. Le service des coms du Conseil a été vraiment mobilisé pour présenter, documenter, donner de la visibilité aux travaux du Conseil. Je parlais avec Karine De Smet plus tôt aujourd'hui, puis elle me disait, c'est dommage, on n'a pas toujours cette capacité de rendre visibles les travaux, mais c'est un grand enjeu, hein. Pour nos organismes, la visibilité est un enjeu. Donc, peut-être que nous pouvons nous aider aussi à cet égard-là. Donc, il y a des travaux du Conseil peut-être qui peuvent être intéressants pour ça. Et je crois avoir réussi à présenter le tout en 15 minutes. Bravo, merci infiniment. Alors, des exposés qui se suivent tout aussi riches les uns que les autres. Et Madame disait tout à l'heure que le CNE du Conseil supérieur de l'éducation du Québec était jeune. Je pense que Monsieur le président Noël Baguidi du CNE du Bénin nous dira peut-être un petit mot aussi sur l'âge du Québec. Monsieur le professeur, chers collègues et amis, je vous donne la parole pour nous présenter l'expérience du Conseil national de l'éducation du Bénin. Merci, Monsieur le secrétaire général, chers collègues. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. Merci de nous avoir permis d'écouter les expériences de certains pays, aussi bien africains qu'européens et américains. Parce que je crois que les Canadiens accepteront volontiers qu'on les traite d'Américains. Oui, je suis avec le secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation du Bénin. Et permettrai qu'il vous fasse la présentation du Bénin. Merci infiniment. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, si vous permettez, Monsieur le secrétaire général, j'ai tellement de familiarité avec Monsieur Baguidi que j'ai oublié de le présenter. En quelques mots, je voudrais rappeler que M. Baguidi a été nommé par le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, comme président du Conseil national de l'éducation. Il est professeur agrégé de la faculté de droit, professeur titulaire des universités, à l'université d'Abomey-Calavi. Il a été précédemment titulaire de la Charte de l'UNESCO, des droits de la personne et de la démocratie, et directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature du Bénin. Il a été plusieurs fois professeur invité dans des universités africaines et européennes et présidé le comité d'installation du Conseil national de l'éducation. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans ce cadre et je sais qu'il a pesé très, très lourd dans la mise en place de ce Conseil national de l'éducation nouvelle génération. Il a également présidé le comité de mise en œuvre des réformes du système de santé au Bénin. Et il est accompagné par M. Awainvor Timoléon, qui est ingénieur conseil, titulaire de plusieurs diplômes de 3e cycle universitaire, notamment dans différentes disciplines comme les sciences de gestion, l'évaluation des projets agricoles, industriels et d'environnement, et l'ingénierie de la formation, des systèmes de l'emploi, le management des services publics et autres. Il a été donc sélectionné par appel à candidature pour occuper le poste du secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation, était un acteur très important de l'installation de ce conseil. Monsieur Awainvor, vous avez la parole au nom du secrétaire, du président du CNE du Bénin.
Merci, monsieur. J'ai l'honneur de vous présenter la communication du Bénin sur le rôle des conseils nationaux de l'éducation avec l'occasion que nous donne aujourd'hui la Confémède. Nous proposons pour cette présentation les points ci-après. Après l'historique, nous allons aborder les bases légales et réglementaires, la nature et la mission et le rattachement institutionnel, les attributions, l'organisation et le fonctionnement, puis nous allons finir par quelques actions fortes. En termes d'historique, le CNE du Bénin a été créé par la loi d'orientation de l'éducation nationale en 2003. Le premier CNE a été installé en 2009. Mais il est à noter que le CNE actuel, même si la mission n'a pas changé, est très différent tant dans ses attributions, dans son organisation que dans son fonctionnement. On parle plutôt au Bénin du CNE de type nouveau. Dans ce cadre, le décret 2018-395 du 29 août 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement du CNE a été pris et les nouveaux membres de cet organe ont été officiellement installés le 21 janvier 2020 par le président de la République. Ce nouveau décret a renforcé les prérogatives du CNE. Comme base légale et réglementaire, nous avons déjà la Constitution du Bénin, objet de la loi 90-32 du 11 décembre 1990, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, qui a fait de l'éducation une priorité nationale. Donc, fort de cette valeur constitutionnelle conférée à l'éducation, le législateur, par la loi numéro 2003-17 du 11 novembre 2003, portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, lui a donné une orientation et à l'occasion a créé le Conseil national de l'éducation. Avec le décret 2018-395 du 29 août 2018, portant attribution, organisation et fonctionnement du CNE, le gouvernement a ainsi conféré un format nouveau au CNE. Au titre de la nature, mission et rattachement institutionnel, nous avons déjà le décret 2018-395 du 29 août 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement du CNE, qui dispose en son article 2 que le CNE est l'organe supérieur du système éducatif. À l'article 3 du dit décret, souligne que le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. Le CNE est rattaché à la présidence de la République et jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Toujours au titre des attributions, organisations et fonctionnement, nous allons vous parler du champ de compétences et des fonctions. Le champ organique de compétences du Conseil national de l'éducation correspond au système éducatif national. Et au sens du décret qu'il a institué, le système éducatif national, en abrégé SEN, recouvre dans les secteurs publics et privés tous les ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur, l'éducation non formelle, l'éducation inclusive, la recherche scientifique et l'innovation. Le champ thématique s'étend à toutes les questions touchant au système éducatif national. Il recouvre notamment les politiques et stratégies, l'accès à l'éducation pour tous et à la gestion des flux, les règles juridiques, normes techniques et standards applicables au système, l'organisation et le fonctionnement du service public de l'éducation, les relations entre l'État et les autres acteurs du système éducatif national, l'articulation entre la formation, la recherche, l'emploi et le développement, les infrastructures, le financement du secteur, la gestion des ressources humaines, l'approche qualité et l'évaluation du système. Comme principale fonction, en tant qu'organe supérieur du système éducatif national, le CNE a 4 principales fonctions, à savoir la fonction d'orientation, de coordination, de suivi, évaluation et de prise de décision. Au titre de la fonction d'orientation, il s'agit beaucoup plus des conduites d'études et de réflexion prospective sur le système éducatif national, qui permet de donner des avis consultatifs avant la prise de toute décision majeure,
des avis conformes requis avant de procéder à des nominations au poste de responsabilité et des mutations d'ensemble du personnel, des avis conformes requis pour l'homologation et la certification des établissements d'enseignement et de formation. Au titre de la fonction de coordination, c'est beaucoup plus la fonction de veille pour la cohérence horizontale et verticale des actions dans le système. La fonction de suivi et évaluation veille pour la qualité des actions. La fonction de décision, c'est une fonction exercée pour la validation des choix fondamentaux en matière de contenu. Un instant. En matière de contenu des programmes d'enseignement général et de formation technique et professionnelle, de stratégie d'évaluation des apprentissages, de recrutement des enseignants, de normes de qualité dans le système éducatif national, de standards applicables aux infrastructures, d'approches pédagogiques applicables dans le système éducatif. Le Conseil national de l'éducation, au titre de son organisation, comporte 4 organes: l'Assemblée plénière, le Bureau exécutif, les commissions et le secrétariat exécutif. En 2023, un nouvel organe est créé et rattaché au président du Conseil national de l'éducation. Il s'agit de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, qui est un organe opérationnel du CNE. Les commissions, au nombre de 2, constituent le cadre pour l'étude des dossiers et la préparation des sections de l'Assemblée plénière, ainsi que les réunions du bureau exécutif. Le bureau exécutif est composé de 5 membres, notamment le président du CNE, les présidents et les rapporteurs des commissions, le secrétaire exécutif siégeant au bureau exécutif avec voix consultative. Au niveau du secrétariat exécutif, il est composé d'une cellule administrative et financière et d'un pool de 4 spécialistes. L'institution fonctionne donc à travers les organes précités, à savoir l'Assemblée plénière, le bureau exécutif, la commission et le secrétariat exécutif. Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires du CNE, l'Assemblée plénière, en tant qu'organe suprême de délibération et de décision, siège en session ordinaire 2 fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin. Le bureau exécutif du Conseil national de l'éducation met en œuvre les décisions de l'Assemblée plénière. Il exerce les attributions de l'Assemblée plénière en 2 sessions de celle-ci. Il se réunit au moins 1 fois par semaine. Quelques actions fortes. Nous allons citer, entre autres, la contribution au dialogue entre acteurs du système éducatif national, avec un certain impact, a fortement contribué à l'apaisement du climat social avec le retour de confiance de la population aux établissements publics d'enseignement. Il y a également les actions pour une bonne gouvernance des systèmes éducatifs. Des actions ont été menées également pour un meilleur pilotage du système éducatif. Je vous remercie. J'ai tenu dans le temps. Merci infiniment. Donc, en définitive, on dira que le CNE du Bénin est le Benjamin des conseils nationaux d'éducation ici présents. Si je me trompe, l'Espagne doit avoir la plus longue antériorité en matière de conseil national d'éducation. Malgré la diversité d'âge et la diversité temporelle, on voit qu'il y a une volonté des États, justement, à travers les conseils nationaux, d'avoir un organe qui sert justement à faire se parler entre eux les différentes parties prenantes et qui sert à créer un cadre consensuel et commun pour gérer les questions autour des valeurs de l'éducation. Donc, nous avons noté quand même des similitudes dans l'organisation, notamment l'idée de travailler sur la base de commissions plus ou moins spécialisées, plus ou moins nombreuses selon les CNE, le besoin d'avoir une organisation plus administrative et plutôt permanente avec du personnel qui assure le travail et des membres souvent désignés qui sont les représentants, soit des organisations des différents ordres d'enseignement, soit des organisations de la société civile, des groupes sociaux qui participent au fonctionnement de l'éducation. Donc, nous allons échanger, nous permettrons déjà que les intervenants, entre eux, s'ils souhaitent
des questions d'éclaircissement puissent prendre la parole et nous ouvrirons ensuite prioritairement la parole aux membres des correspondants nationaux de la Confémène présents et à d'autres personnes qui voudront bien, en prenant la parole, se présenter pour qu'on puisse savoir avec qui nous discutons. Alors, je ne sais pas si, en conclusion de ce cas présenté, le secrétaire exécutif, Monsieur le Président du CNE, veut conclure, puisque c'est lui qui l'avait introduit et autorisé à parler avant que nous puissions ouvrir le débat. Monsieur Bagdi. Merci. Oui, je pense qu'on peut aller. S'il y a des compléments d'information, on peut les apporter pendant les discussions. Très bien. Merci infiniment. Merci. Nous allons donner immédiatement la parole au Conseil de Mauritanie, M. Ba, qui souhaiterait prendre la parole. Donc, contribution succincte et pertinente, questions précises également éventuellement, pour qu'on puisse y répondre. Donc, M. Ba, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Moussa Bachiliba, professeur d'université à la retraite et membre du Haut Conseil de l'éducation de la Mauritanie. Je crois que nous sommes la plus jeune structure parce qu'on a été mis en place en mai 2022. Et je suis très heureux de participer avec ma collègue Bette à votre invitation. Je pense que c'est un moment fort pour nous d'échanger. En quelques mots, le Haut Conseil de l'éducation de la Mauritanie s'inspire un peu des expériences qu'on a entendues, le Bénin, le Maroc, puis nous l'avons mis en place pour une mission fondamentale, c'est d'être un observatoire indépendant, autonome, qui relève du président de la République pour lui produire annuellement un rapport sur l'état du système éducatif national. Ce rapport, une fois remis au président, est rendu public. C'est un conseil qui est composé de 27 membres et qui regroupe toutes les parties prenantes du système éducatif national, qui, comme vous le savez, vient de faire l'objet d'une réforme par loi qui a été adoptée aussi en juillet. Notre attente est grande, effectivement, de poursuivre ces échanges avec vous, parce que nous avons un grand besoin d'apprendre des bonnes pratiques pour éviter un certain nombre aussi d'erreurs. Et donc, peut-être à l'issue de cette conférence, on prendra attache avec l'ensemble des structures ici présentes via la Confémène. Je vous remercie. Merci infiniment. Y a-t-il d'autres interventions? Est-ce que dans la salle, parmi les intervenants, il y a des échanges bilatéraux qui pourraient se faire sur des questions précises? Sinon, il y a un sujet qui est revenu souvent et qui m'intéresse aussi, mais Madame Pantula, c'est Monsieur ou Madame je suis bête ici, mais... Oui, Oui, bonjour. Je suis mon cher, c'est le cher Bette qui est correspondante nationale de la Confémène Mauritanie. Ah, ok. Oui. Bonjour, je ne vous avais pas reconnu derrière le nom. Donc, c'était juste en fait pour appuyer tout ce qui a été dit par mon collègue Moussa, qui est donc, bien sûr, qui a relaté de façon très claire. Je suis en fait aussi correspondante nationale de la Confémène, directrice générale de la réforme et de la prospective au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Mais je suis aussi membre du Haut Conseil de l'éducation, comme mon collègue Moussa, sur lequel on s'appuie beaucoup dans différents domaines. Et comme il a dit, nous espérons que nous étions vraiment très contents très satisfaits de du partage de ces expériences pour nous, et nous espérons que ça pourra continuer à travers la Confémène et d'autres organes qui nous permettront d'avoir plus d'expérience, étant donné, comme l'a dit Batili, que nous sommes le nouveau-né qui a besoin d'un partage d'expérience beaucoup plus important. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président du CNE du Bénin. Oui, merci, monsieur. J'ai écouté attentivement nos collègues du Haut Conseil de l'éducation de Mauritanie. Je voudrais avoir un peu plus d'informations sur 2 points. Quelle est la composition de ce conseil, du Haut Conseil?
Et quels sont ses pouvoirs? Est-ce que ce Haut Conseil n'a que des pouvoirs, enfin, je dis que en griffe, des pouvoirs consultatifs? Je voudrais savoir davantage. Ok, vous parlez bien Merci. du Mali, donc l'intervention qui vient d'avoir… De la Mauritanie. Avant vous, ok. De la Mauritanie. Très bien. Très bien, on note et on voit s'il y a d'autres questions tout de suite. Sinon, je redonnerai la parole à Monsieur le Président et à la correspondante nationale pour nous donner quelques mots sur l'organisation de la toute jeune ou du tout jeune Conseil national de l'éducation ici présent. En 2 minutes. Oui, de toute façon, nous avons le décret du Bénin et pratiquement, quasiment, à quelques variantes près, nous sommes beaucoup inspirés de cela. Notre pouvoir est effectivement consultatif. La composition, c'est qu'il y a tous les acteurs de la communauté éducative. En fait, il y a un petit narratif derrière, c'est qu'il y a un an, un peu avant un an, on avait mis en place un Conseil national d'éducation. Et on s'est rendu compte que ce conseil était quasiment fermé sur les ministères. Donc, pour l'ouvrir, on a demandé qu'il y ait effectivement une association de tous les autres acteurs. Donc, vous avez les collectivités territoriales, vous avez la société civile, etc. Donc, ce qui a donné lieu à un haut conseil de l'éducation avec un pouvoir assez important, vraiment très, très important, c'est celui de sculpter l'ensemble du système éducatif national, c'est-à-dire du préscolaire jusqu'à l'universitaire, avec une composante spécifique à la Mauritanie, c'est l'enseignement originel, c'est-à-dire tout ce qui est sciences islamiques et coraniques, dans lequel on a effectivement beaucoup de compétences et beaucoup de structures. Donc, on a un pouvoir effectivement d'orienter le système éducatif. Et le décret d'ailleurs est assez spécifique, il dit qu'il faut regarder non pas seulement ce qui marche, mais surtout insister sur les dysfonctionnements, c'est-à-dire là où ça ne marche pas. Et donc, actuellement, nous sommes en train de préparer le premier rapport. On vient de faire l'ensemble des régions et on regarde systématiquement tout ce qui est éducation et formation, le fonctionnement des écoles, les budgets qui sont alloués, comment ils sont utilisés, la classe, comment elle fonctionne, est-ce que les enseignants sont là, quelle est la qualité de l'enseignement, etc. Et comme vous le savez, nous avons opté un peu pour cette première année d'avoir une école républicaine où on veut effectivement réunir dans l'école publique tous les enfants mauritaniens. Et cette première année fera l'objet de notre part d'une évaluation assez rigoureuse pour voir comment ce concept d'école républicaine a tourné. Donc, j'insiste, nos pouvoirs sont assez étendus. Nous avons des compétences organiques, thématiques, transversales, et nous regardons l'ensemble, nous auscultons réellement le système éducatif. Et nous préparons un rapport sur l'État. Mais bien sûr, comme tout pouvoir, comme tout mécanisme consultatif, bien sûr, nous avons une capacité de plaidoyer, mais bon, c'est des conseils que nous donnons au gouvernement, au président de la République en premier d'abord, et c'est eux qui doivent regarder la mise en œuvre. Mais nous sommes toujours vigilants par rapport à nos avis et conseils pour voir comment ils sont pris en compte ou pas pris en compte. Je vous remercie. Je ne sais pas si Bertha a quelque chose à rajouter là-dessus. Merci infiniment. Donc, bien un avis consultatif. Et nous allons prendre la question de M. Niamayoua, correspondant national du Congo, doyen incontesté désormais des correspondants nationaux de la Confédération. Monsieur Diabayoua, vous êtes en ligne? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur le correspondant, le secrétaire général, vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous entendez. Ah, merci bien, monsieur le secrétaire général. Bon, la contestation du doyen n'a jamais existé, bon, sauf que l'absence fait que je n'ai pas été très souvent en réunion, ce qui fait cela qu'il y avait un peu un petit flottement dans ce sens. Mais par rapport au thème que nous développons aujourd'hui, et j'ai tenu à assister parce que j'ai eu l'autorisation de mon ministre, parce que nous avions un autre problème dans notre pays au Congo. Ce n'est pas tel que j'ai suivi ici. Ça m'a servi d'une forte leçon que je ferai une fiche à notre ministre. Au Congo, nous n'avions pas un conseil supérieur, un conseil national de l'éducation comme tel. La structure n'existe pas comme telle. Mais les conseils nationaux sont organisés chaque année au sein de chaque ministère par rapport à un thème proposé.
Ce qui fait qu'actuellement au Congo, nous devrions passer aux états généraux de l'éducation. Comme il y a 3 ministères en charge de l'éducation, on ne savait pas à qui donner le travail à faire sur les états généraux de l'éducation. On a créé un haut commissariat qui a le rôle d'organiser les états généraux de l'éducation. Donc, pour nous, par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, pour ma part, ça nous donne beaucoup d'expérience. Nous allons capitaliser ce que nous allons suivre aussi. Et j'espère bien que je pourrai aussi avoir tous les documents présentés par nos collègues parce qu'on verra comment on pourra également l'institutionnaliser et l'organiser dans notre pays. Voilà ce que je voulais partager par rapport à mon pays, le Congo-Brazzaville. On n'a pas une structure fixe, mais on a des conseils chaque année. Chaque ministère organise un conseil national de l'éducation par rapport à un thème. Et voilà comment ça se passe. Merci, monsieur le secrétaire général. Voilà ce que je pouvais mettre à votre disposition. Merci. Merci infiniment pour cette contribution. Donc, pas de conseil permanent, mais des conseils, c'est des réunions annuelles pour faire le point et puis un besoin justement, parce qu'il y a plusieurs ministères de l'éducation, d'avoir un haut conseil de l'éducation pour organiser la synergie d'action entre les 3 ministères. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Peut-être que ce n'est pas tant en lien avec les présentations comme telles, puis peut-être je devance l'autre point, Abdel, à propos justement de la création d'un réseau. Donc, j'aurais des éléments là, à ce sujet-là. OK. Oui, c'est M. Batili qui redemande la parole. Oui, une question au Conseil du Maroc. J'ai noté que c'est constitutionnel. Quel est le processus que vous avez suivi pour arriver à ce stade assez élevé et important? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez que je réponde tout de suite ou tout à l'heure? Oui, allez-y. Ça paraît de question maintenant. Ah, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette question. Ça me permet un peu de revenir sur l'historique de notre institution. Le conseil actuel, ça veut dire le Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique, a été, ça veut dire la création, elle date de 1973. Vous vous rendez compte, bientôt, enfin cette année, normalement, nous célébrons les 50 ans. Mais lors de la création en 73, depuis 73 jusqu'à la fin, jusqu'au 1999, le Conseil n'était pas très actif. Et en 1999, le Maroc s'est donc doté d'une commission nationale qui s'appelait la COSEF, c'est la Commission nationale pour la réforme du système éducatif. Ça a été un des grands moments forts donc dans l'histoire de notre pays concernant le système éducatif. Il y a eu d'autres réformes antérieures, mais là, celle-là, elle était vraiment à la veille du 21e siècle. Et suite à cette commission qui a travaillé pendant plus d'une année, a produit donc la charte nationale éducation formation. Alors avec cette charte, la question de l'éducation a été décrétée comme deuxième priorité nationale pour notre pays après donc notre première préoccupation de l'intégrité territoriale du Maroc. Et donc un grand élan transformateur a été lancé. Alors c'est ainsi que le Conseil supérieur de l'éducation, c'est l'appellation donc antérieure, a été donc réactivé et réorganisé, et donc ça a donné lieu à un conseil mieux organisé, mieux structuré. Et donc le Maroc est entré dans une phase de refonte du système éducatif à tous les niveaux, au niveau des contenus, au niveau des curricula, de la gouvernance, etc. Et c'est un peu dans cette lancée que donc la décision donc a été prise
au niveau de l'État donc de reconstitutionnaliser l'institution. Parce que déjà, en 1973, le Conseil supérieur de l'éducation figurait parmi les instances qui étaient à l'époque constitutionnalisées, mais à l'époque, le Conseil était présidé par le roi. Et comme d'autres instances similaires à l'époque, il y avait un Conseil supérieur de l'eau, le Conseil supérieur de la magistrature, etc. Et les présidents du Conseil de l'éducation étaient des présidents délégués. Alors, avec la Constitution de 2011, qui a donc renforcé le statut constitutionnel, non seulement du Conseil supérieur d'éducation, mais aussi d'autres instances, notamment dans le domaine des droits de l'homme et autres. Donc, c'est ainsi que, donc, voilà, que le Conseil donc est redevenu sous sa nouvelle appellation, donc il a été rebaptisé si vous voulez, il passe de Conseil supérieur de l'éducation à Conseil supérieur éducation, formation et recherche scientifique, avec un mandat très très large et avec donc le Conseil devient donc n'est plus est présidé par son propre président qui est nommé par Sa Majesté, et c'est donc ce nouveau souffle donc qui a été donné à notre Conseil, donc qui a fait que aujourd'hui c'est une institution qui a entièrement sa place dans la société marocaine et donc dans toute l'architecture institutionnelle du Maroc. J'ajoute bien sûr que notre conseil est un conseil consultatif, il est indépendant, il est consultatif. Peut-être ça me permet de poser une question au conseil du Bénin, surtout lorsque vous parlez de fonction de décision. Alors, je voudrais savoir... voilà, je voudrais avoir plus d'informations sur justement cette fonction de décision, et est-ce que avec ce pouvoir de décision, le Conseil n'empiète pas sur les départements gouvernementaux, donc qui sont en charge de gérer les politiques et les systèmes éducatifs dans nos pays respectifs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc, une bonne question pour Monsieur le Président du Conseil national d'éducation du Bénin. Effectivement, parmi les préoccupations que nous avions en organisant ce webinaire, c'était les rapports entre les conseils nationaux et les autres acteurs, notamment les ministères. Dans certains cas, c'était un rôle consultatif. Et là, on voit que le Bénin a fait le choix d'avoir un conseil national décisionnel qui, d'ailleurs, dans les présentations qu'on a vues, a aussi un rôle de coordination de l'ensemble du système éducatif. Donc, Monsieur le Président, merci de nous apporter cette précision. Oui, merci bien. Je rappelle rapidement les 4 grandes fonctions du Conseil national de l'éducation du Bénin. La fonction d'orientation, la fonction de coordination, la fonction de suivi-évaluation et la fonction de décision. Je crois que les 3 premières ne posent pas énormément de problèmes par rapport aux préoccupations de notre collègue du Maroc. Mais c'est vrai, la fonction de décision est une vraie grande innovation. Et ça paraît un peu étrange pour un conseil, mais pour comprendre cela, il faut aller d'abord à cette volonté politique du président de la République actuel de faire de cet organe un puissant instrument qui pourra dépolitiser un peu le secteur de l'éducation dans les décisions qui sont prises et pour impulser, transformer le système éducatif béninois. Et il y a une phrase qui est passée peut-être inaperçue. Le Conseil national de l'éducation du Bénin est l'organe supérieur du système éducatif. Il est au-dessus des ministères. Il est au-dessus des ministères. Donc, lorsqu'il exerce son pouvoir de décision, les décisions qu'il prend sont exécutoires pour les institutions de la République. Mais le domaine dans lequel il a un pouvoir de décision est bien précisé.
Donc, c'est une compétence d'attribution. Au niveau du recrutement des enseignants. Au niveau du recrutement des enseignants, le recrutement lui-même n'est pas fait par le conseil. Mais le conseil se prononce sur les choix fondamentaux et prend une décision sur les choix fondamentaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut créer un fichier pour recruter les gens? Est-ce qu'il faut un appel à candidature pour recruter les enseignants? Comment est-ce qu'il faut les former, etc. Tout le processus doit être soumis à la décision du conseil. Mais pour l'opérationnaliser, les ministères le font. En ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne la qualité des évaluations, le conseil a un pouvoir également de décision. En ce qui concerne le contenu des programmes de formation, et là, ça fait partie des grands problèmes que le Bénin a. Je crois que le secrétaire général de la CONFEMEN est bien placé pour le savoir. Ensuite, pour le savoir, en ce qui concerne le contenu des programmes de formation, le conseil ne rédige pas lui-même les contenus de formation. Mais le conseil veut savoir comment les ministères qui sont en train de l'entreprendre, comment ils comptent rédiger les contenus de formation. Quelle est la procédure suivie? Quelle est la démarche suivie? Quelles sont les grandes directives qui sont données? Et sur ça, le conseil se prononce par une décision. Et quand le conseil dit non, cette direction que vous avez prise n'est pas la bonne, prenez plutôt cette direction, cela s'impose au ministre. Voilà, merci bien. Merci infiniment. C'est vraiment une innovation et je pense que pour l'expérience qu'on a pu vivre dans le cadre du Bénin en particulier par le passé, cette innovation était pertinente et nécessaire dans les transformations qui ont été opérées. Peut-être que ça inspirera d'autres pays ici présents. Nous avons encore 5 minutes avant de finir notre webinaire. Je voudrais donner la parole à Madame la du Conseil supérieur du Québec pour sa question qui va peut-être nous amener vers les perspectives. Parce que l'objectif, c'est de voir dans quelle mesure nous pourrions aller vers un réseau francophone ou africain. On verra bien comment on l'appellera selon les intérêts qui auront été suscités. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Abdel. En fait, ce qu'on peut observer effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances entre nos conseils. En même temps, notamment avec l'intervention de notre collègue du Bénin, on voit qu'il y a aussi des éléments de différence. Puis, ce qu'on voit, c'est que les conseils ont une certaine indépendance, mais en même temps une indépendance qui n'est pas complète, notamment au regard soit des parlements, soit des ministres. On voit que aussi certains sont plus âgés, certains sont plus jeunes, il y en a qui sont adolescents. On a vraiment tous les âges de la vie. Puis, ce qui nous préoccupe, c'est la survie, la viabilité de nos conseils. Et à cet égard-là, je crois que je salue l'initiative de la CONFEMEN de nous rassembler aujourd'hui parce que il me semble, pour faire des transferts par rapport à d'autres dossiers auxquels j'ai travaillé par le passé, que quand il y a une reconnaissance extérieure aussi, ça peut conférer à ce moment-là aux organismes une certaine notoriété, une certaine reconnaissance. Donc, il me semble en tout cas que la démarche actuelle de la CONFEMEN pourrait peut-être contribuer justement à voir comment attribuer une forme de reconnaissance des conseils qui pourrait aussi être attribuée par l'UNEC, en tout cas pour ceux qui sont de l'UNEC. Puis, éventuellement, je posais la question hier à Manuel dans l'autobus, quels ont été les liens de l'UNEC historiquement avec l'Union européenne? Donc, là aussi, c'est un organisme peut-être qui peut, du moins pour les conseils européens, exercer un certain rôle. Et dans la foulée, Ananta posait la question, puis on était quelques-uns à se la poser aussi. Étant donné la mission de l'UNESCO, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lien plus étroit entre nos différents conseils et l'UNESCO? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une reconnaissance dans le fond, de l'UNESCO à l'égard des conseils supérieurs de l'éducation, ce qui en ferait finalement des organismes qui occupent un espace mieux défini au niveau, je dirais, international, puis de là, finalement, un espace qui est plus solide au niveau national. Merci infiniment. C'est un bon mot de la fin, j'allais même dire.
puisque j'avais prévu de refaire une petite synthèse de ce qui a été dit, vous l'avez fait. En attendant que nous clôturons, je voudrais demander à tous les participants de bien vouloir mettre leur caméra pour que nous puissions avoir une image des personnalités qui sont présentes. Et je voudrais simplement dire que c'est vraiment une première réunion que nous avons mise en place. Nous avons saisi l'occasion d'être ici à la grande rencontre j'allais dire network, mais du réseau européen des conseils nationaux d'éducation pour refaire cette première réunion. Je crois que nous en ferons très rapidement une autre pour discuter plus spécifiquement de la situation des pays de la Confémène. Nous avons eu l'intervention du Congo qui montre bien qu'il y a quelque chose à faire autour de cette question. Nous pourrions être, madame, les premiers à mettre en place ce système de reconnaissance des CNE. Peut-être que d'autres institutions comme l'UNESCO et autres saisiront l'occasion de le faire. Parce que nous sommes persuadés, en tout cas à la Confémène, vu les expériences diverses que nous avons dans nos pays, notamment la multiplicité parfois des ministères en charge de l'éducation, nous sommes persuadés de la nécessité d'avoir un organe fêtière comme ça qui fédère un peu les actions, qui assure la coordination et qui peut-être comme ça se fait au Bénin peut aussi porter des décisions fortes pour que les systèmes éducatifs et l'éducation soient vraiment transformés. C'est comme dans la mouvance de l'appel à la communauté internationale à transformer l'éducation. Et je crois que ce genre de réunion pourrait être vraiment au service de cette transformation. Alors, sur ces mots, je voudrais vous dire également qu'afin de pouvoir aller plus loin, nous avons un questionnaire qui vous est soumis pour nous permettre non seulement d'évaluer ce webinaire, mais aussi et surtout de commencer à voir avec vous quels sont les leviers sur lesquels on pourrait agir dans nos pays respectifs pour aller progressivement vers la reconnaissance des conseils nationaux de l'éducation, mais aussi vers la mise en place de ce réseau des conseils nationaux de la francophonie. Alors, je vais vous remercier. On aurait bien voulu rester encore plus longtemps, mais effectivement, le temps est compté. Nous sommes sur un webinaire. Merci à toutes et tous les correspondants nationaux de la Confémène. Je découvre maintenant le visage. Madame Lacroix, qui a présidé avec nous le groupe technique des CN avant de passer la main au Maroc. Et je vois Maurice, je vois tous les collègues, je ne pourrais pas tous les citer. Merci à tous. Bon retour chez vous virtuellement et à très bientôt. Merci. Merci à vous, merci et à très bientôt. Voilà, c'est le cas de le dire. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci en français. Merci.